Nous commençons nos travaux par l'audition de Madame Isabelle Gégouzeau, directrice de l'Agence française anticorruption. Vous êtes accompagnée, Madame la directrice, de Madame Marianne Humbert, chef de pôle juridique. Madame la directrice, nous vous avons sollicité car nos auditions sur la délinquance financière et plus précisément sur le blanchiment nous ont à maintes reprises amené à aborder la question de la corruption des agents publics et privés. Il nous a été indiqué que sans cette corruption, l'entrée des fonds issus des trafics et de la fraude ne pourrait se faire dans l'économie réelle. Nous souhaitons donc en savoir plus sur ce phénomène qui est un phénomène important et facilitateur de cette délinquance financière et sur les instruments dont nous disposons pour le prévenir. Avant de vous passer la parole, je vous indique que cette audition sera diffusée donc en direct sur le site du Sénat et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Enfin, je vous rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et donc, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez bien lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie. Madame Humbert, je vous remercie. Bien. Madame la directrice, je vais vous donc laisser la parole pour la présentation liminaire et puis après laquelle je passerai la parole pour des questions à mes collègues et même la rapporteure en priorité, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'avoir associé l'Agence française anticorruption à vos travaux. Peut-être à titre liminaire, rappeler ce qu'est et ce que n'est pas l'Agence française anticorruption. L'AFA a été créée par la loi du 9 décembre 2016, la loi Sapin II, et a une mission qui est une mission de prévention. L'article 1 de la loi dit que notre rôle est d'aider les acteurs économiques et les acteurs publics à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Donc on est dans une situation d'appui, de prévention, d'appui à la détection avec des pouvoirs qui sont notamment des pouvoirs de contrôle qui portent tant sur les entités publiques que sur certaines entités privées, c'est-à-dire les grandes entreprises, celles qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros annuels. Et nous avons la capacité de contrôler leurs dispositifs préventifs, c'est-à-dire que ont-ils bien mis en place l'ensemble des mesures nécessaires à prévenir et à détecter les atteintes à la probité. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de pouvoir d'enquête et que ce que nous voyons est uniquement ce que nous voyons en amont. Évidemment, lorsqu'à l'occasion de nos contrôles, nous détectons des faits d'atteinte à la probité, nous les signalons au procureur de la République et ça nous arrive régulièrement. Mais nous n'avons pas de pouvoir d'enquête, ce qui veut dire que notre angle de vue va de ce fait être un angle en partie limité, ce qui ne veut pas dire que nous ne faisons rien, mais je tenais à préciser cela à titre préliminaire. Nous avons aussi tout un travail d'animation de la politique interministérielle sur ce sujet et de connaissance du phénomène. Et c'est à ce titre de connaissance du phénomène que l'AFA répertorie un certain nombre d'éléments nous permettant de mieux connaître le phénomène corruptif. Alors, par rapport à d'autres phénomènes criminels, la corruption a un certain nombre de spécificités. C'est un objet qui nous échappe sans arrêt. Parce que, par définition, c'est un phénomène occulte. Contrairement à d'autres types d'infractions, la victime, c'est-à-dire la collectivité le plus souvent, ne connaît pas son statut de victime et ne va pas porter plainte. Et donc, le phénomène peine à émerger. Et donc, nous travaillons sur un phénomène qui est peu connu, qui apparaît à travers un certain nombre d'éléments de manière globale, soit des enquêtes de perception, qui sont soit des eurobaromètres, soit les enquêtes de Transparency International en particulier, qui donnent des indications assez intéressantes, y compris des enquêtes de victimisation. Et la dernière qui a eu lieu est quand même
interpelle sur ces chiffres, puisqu'il y a plus de 190 000 personnes tous les ans qui disent avoir été victimes de corruption. Le terme corruption, d'ailleurs, étant diversement compris. Mais ces 190 000 personnes interrogent néanmoins. De même que la perception de la corruption ce sont des chiffres qui interrogent. On a 70% des Français qui considèrent que la corruption est très répandue dans le pays. Et ces chiffres, qui sont évidemment des chiffres en partie subjectifs, sont liés aussi à un niveau de confiance dans les autorités publiques en général. Mais ce sont des chiffres qui sont évidemment inquiétants et sur lesquels il faut qu'on puisse travailler. Du côté de l'AFA, nous avons évidemment ces éléments qui nous arrivent, mais nous essayons aussi de travailler sur une objectivation du phénomène. Et à travers ce qui sort, c'est-à-dire ce qui sort, c'est les enquêtes pénales et les condamnations pénales. Nous publions tous les ans. Donc, nous avons créé au sein de l'AFA un observatoire des atteintes à la probité. J'ai récemment réformé la structure de l'AFA, notamment pour créer cet observatoire et avoir chez nous un lieu d'observation à la fois interministériel, c'est-à-dire qui récupère un certain nombre de données interministérielles sur ce sujet, qui les exploite et qui a vocation à animer de la recherche sur ce sujet. Parce que s'agissant d'un phénomène occulte, on a besoin de beaucoup plus de recherche et il y en a peu. Donc la vocation de cet observatoire, qui est jeune, est d'essayer de mieux connaître le phénomène. Alors, ce que nous savons quand même, nous le savons à travers plusieurs choses. D'une part, une enquête que nous publions annuellement avec le ministère de l'Intérieur, le service du ministère de l'Intérieur. La dernière est parue au mois d'avril. J'en ai quelques exemplaires que je peux vous laisser, qui fait apparaître que nous sommes sur une augmentation croissante du phénomène et régulière depuis 2016. Depuis 2016, mais on est sur des chiffres petits, on a une augmentation de 50%, 51% des atteintes à la probité détectées. Et ces atteintes à la probité, cette augmentation est en particulier liée à la corruption, puisque nous avons toute une série d'infractions. Quand je parle d'atteinte à la probité, c'est la corruption, le détournement de fonds publics, la prise illégale d'intérêts, le trafic d'influence et le favoritisme. Donc, toutes ces infractions, on est sur une augmentation entre 2016 et aujourd'hui de 51%. Et sur la seule corruption, on est sur une augmentation de 8% par an, ce qui est important. Impossible de vous dire si cette augmentation est liée à une augmentation des faits ou à une augmentation de la détection. Les deux sont possibles. Nous espérons que c'est en partie lié à une détection plus efficace, mais il est évidemment impossible de répondre à cette question. Par ailleurs, nous avons entamé depuis l'année dernière un travail de collecte systématique de l'ensemble des décisions de justice de première instance sur ce sujet. Donc nous constituons une base de données qui nous donne aussi un certain nombre d'éléments intéressants. Nous avons publié une note d'analyse, mais je vois que vous êtes en train de la feuilleter, au mois de décembre dernier, qui nous donne aussi des éléments assez intéressants, qui voit notamment sur une répartition géographique des atteintes à la probité, où on a évidemment un certain nombre de régions qui sont beaucoup plus impactées que les autres, et ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons. On a des atteintes à la probité qui concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Pour le secteur public, on a des infractions d'atteinte à la probité qui vont concerner l'ensemble des agents du secteur public, agents publics et élus, avec une prédominance des collectivités territoriales et en particulier du niveau communal, qu'il faut néanmoins rapporter au nombre de communes. Donc si on entre non pas
par le nombre d'agents et d'élus concernés, et qu'on le rapporte au nombre d'infractions, la proportion s'inverse et on voit que c'est au niveau des régions que nous avons le plus de faits. En tout cas, le secteur des collectivités territoriales est un secteur qui représente plus de la moitié des affaires. L'État n'est pas indemne de ce type de faits et au sein de l'État, ce sont les professions régaliennes qui sont les plus impactées. C'est ce que montrent les chiffres. Alors, ces chiffres sont tout à fait intéressants. On voit aussi, et ça c'est une chose qui nous a un tout petit peu interpellés lorsqu'on a fait cette étude, que l'on voit deux profils d'auteurs d'infractions assez distinctes. On a d'une part ce que j'appellerais vraiment la délinquance en col blanc au sens classique du terme, avec des auteurs d'infractions plus âgés et qui sont autour des infractions telles que le favoritisme, la prise illégale d'intérêt, le détournement de biens ou de fonds publics. Et puis des prévenus plus jeunes, avec une catégorisation par région qui évolue aussi autour de la corruption et du trafic d'influence. Et ce type d'infraction peut être éventuellement plus lié à d'autres phénomènes criminels et notamment des phénomènes de criminalité organisée. Donc, cet observatoire nous donne un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants. Nous avons également publié des chroniques des décisions de justice pour voir à quoi ressemble en fait le phénomène criminel et à comment il se caractérise au niveau des modus operandi. Évidemment, ce que nous voyons à travers les décisions de justice n'est qu'une faible partie de la réalité pour plusieurs raisons. D'abord, ce que nous voyons est aussi très décalé dans le temps. Ce que nous voyons à travers les décisions de justice est très décalé dans le temps par rapport à la commission des faits. On est sur en moyenne 5 ans entre la commission des faits et la décision. Donc des enquêtes qui sont extrêmement longues. Et ce que nous pouvons voir aujourd'hui à travers les décisions de justice qui apparaissent aujourd'hui correspond à des faits qui sont quand même anciens. Donc on n'est pas du tout dans l'image immédiate des affaires. Et à ce titre, l'enquête SSMSI, celle que nous avons avec le ministère de l'Intérieur, porte sur les affaires traitées l'année précédente. Donc, on est sur des choses qui sont plus récentes. Mais ce que nous voyons dans les décisions de justice est décalé dans le temps. Par ailleurs, nous n'avons travaillé que les 6 infractions qui rentrent dans la compétence de l'AFA. Or, un certain nombre de faits, qui sont en réalité des faits de nature corruptive, ne vont pas être qualifiés par les parquets de corruption. Et c'est quelque chose que nous voyons en particulier dans tout ce qui va être lié au phénomène de criminalité organisée, où pour des raisons de preuve et d'efficacité de l'action pénale, les parquets vont retenir d'autres types d'infractions beaucoup plus faciles à caractériser. On a des exemples, par exemple, dans des affaires de trafic de stupéfiants, notamment dans le domaine portuaire, où on avait des complicités de dockers qui relevaient clairement de la corruption, mais qui ont été qualifiées de complicité de trafic de stupéfiants dans la procédure pénale. Donc ce sont des affaires que nous ne voyons pas au titre de la corruption, mais qui sont des affaires de corruption. Mais pour des raisons d'efficacité, notamment de preuve, la qualification pénale n'est pas retenue. Et donc nous, quand nous analysons, nous ne les voyons pas. C'est également le cas pour d'autres types d'infractions, en particulier des faits d'atteinte aux fichiers, d'atteinte illégale aux fichiers de police en particulier, où des infractions vont pouvoir être qualifiées d'utilisation illégale des fichiers, ce qui est une infraction objective plus facile à prouver que la corruption. Mais derrière, vous pouvez avoir des faits de corruption et c'est assez fréquent. De même, dans l'administration pénitentiaire, vous avez des faits qui sont en fait des faits de corruption, mais qui vont être qualifiés d'appui à l'entrée illégale d'objets en prison.
Là encore, cet objectif, c'est plus facile à prouver que la corruption, mais vous pouvez avoir derrière des faits de corruption. Donc tout ça pour dire que le phénomène tel que nous pouvons l'appréhender est en fait beaucoup plus large, mais que son appréhension objective à travers les qualifications pénales va forcément être limitée. Donc, il y a ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, mais nous avons aussi, outre cette approche objective et statistique, une autre façon que nous avons d'appréhender ce type de fait, qui est évidemment notre capacité de contrôle, puisque nous contrôlons un certain nombre d'acteurs économiques et d'acteurs privés, et nous avons plus récemment été saisis à 2 reprises par nos ministères de tutelle. En 2023, par le ministre de l'économie et le garde des Sceaux, d'une mission sur le risque le narcotrafic dans les zones portuaires, enfin, le risque de corruption en lien avec le narcotrafic dans les zones portuaires, ce qui nous a donné l'occasion d'aller de contrôler un certain nombre de grands ports maritimes et aussi de contrôler en vis-à-vis des acteurs économiques, puisque nous avons cette capacité, et de faire un rapport que nous avons très récemment rendu à nos autorités de tutelle sur le risque corruptif dans les plateformes portuaires. Nous avions été entendus par la commission sur le narcotrafic, et puis dans le cadre des travaux parlementaires sur la loi narcotrafic, nous avions fait un certain nombre de recommandations qui émanaient en réalité de ces travaux sur les plateformes portuaires, où nous avons vu qu'il était absolument nécessaire de renforcer le dispositif et la sensibilité de l'ensemble des acteurs portuaires sur ce sujet. De même, nous avons été plus récemment saisis par le garde des Sceaux d'une mission sur le risque corruptif au sein de l'administration pénitentiaire, et les travaux sont en cours. Nous sommes en train de remettre le rapport au ministre, et là encore, notre mission était véritablement à la fois d'objectiver le phénomène. Et on voit effectivement dans les décisions de justice que parmi les agents publics, les agents pénitentiaires, le nombre d'affaires concernant les acteurs pénitentiaires, les agents pénitentiaires, c'est au sein de la fonction publique le nombre d'affaires le plus élevé. Restant à savoir si ce nombre d'affaires est le plus élevé parce que c'est là qu'il y en a plus, qui est une possibilité, ou c'est aussi parce que l'administration pénitentiaire a une pratique systématique d'article 40 qui fait que toutes les affaires sont déclarées au procureur de la République, et donc mathématiquement il peut y en avoir un petit peu plus. Donc en tout cas, c'est une administration qui est évidemment très confrontée au risque, qui est en première ligne par rapport au risque, qui est mobilisée et qui a mis en place toute une série de choses, mais le niveau de risque est évidemment très très important dans cette administration, et c'est aussi pour nous une façon d'appréhender le phénomène. Voilà pour quelques points d'introduction. Je dirais que du fait de la difficulté d'objectiver le phénomène à travers notamment les décisions pénales ou les décisions disciplinaires, notre approche est beaucoup une approche par les risques. Et de ce fait, ce que nous voyons, c'est que évidemment le risque en lien avec la criminalité organisée, le narcotrafic, mais pas uniquement, le risque est évidemment très important. Et il est lié à l'importance des sommes en jeu. Je pense que dans votre communication, dans votre commission, vous avez entendu beaucoup des acteurs de ce secteur qui vous ont donné le montant des sommes en jeu. Elles sont absolument colossales, et ces sommes, évidemment, vont aggraver le risque corruptif, puisque la corruption, en termes de criminalité organisée, est à la fois le moyen d'aider
à un certain nombre d'infractions. C'est très clair, en particulier dans les ports, mais pas uniquement. Payer pour avoir un badge ou payer un docker pour récupérer, c'est le moyen, la corruption est le moyen de l'infraction, mais c'est aussi le moyen de protéger les auteurs en rendant plus difficile un certain nombre de poursuites. Et là, on est sur de la corruption qui va viser des agents de l'État. Donc, la corruption est le moyen d'aider ces mécanismes, mais elle est toujours très difficile à mettre en lumière. Et donc, nous essayons de l'approcher par toute une série d'autres moyens, mais on pourra y revenir à l'occasion des questions. Très bien, merci Madame la Directrice, merci beaucoup pour cette présentation liminaire. On va donc démarrer peut-être les questions. Moi, je me pose, je regardais en effet sur ce document de rapport d'activité, je regardais la cartographie, donc, et vous avez bien expliqué combien il faut la prendre avec précaution, avec des pincettes, parce que les chiffres ne disent qu'une partie de la réalité. Néanmoins, il y a des disparités territoriales fortes qui apparaissent. Est-ce que vous identifiez une dimension culturelle ou socio-culturelle dans le phénomène corruptif? Est-ce qu'on peut considérer que ces disparités territoriales s'expliquent aussi parce qu'il y a une espèce de logique culturelle qui pénètre les populations et qui favorise du coup la contamination et l'implantation de ces phénomènes corruptifs? Premier point. Et deuxièmement, si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut aussi d'autres outils de lutte, certainement, que les outils purement judiciaires. Qu'en pensez-vous? Alors, sur les aspects régionaux, ce qui apparaît très certainement, c'est qu'il y a un phénomène insulaire. Le phénomène insulaire, en fait, la corruption va être liée à des liens d'intérêt. Plus les liens d'intérêt sont forts, plus les risques de corruption vont être élevés. Et les phénomènes insulaires, avec des gens qui sont tout le temps ensemble et qui se connaissent très bien, plus on est dans ce type de relations sociales, plus le risque va être élevé. D'ailleurs, l'AFA on a cette année une action plus importante sur l'outre-mer en particulier pour sensibiliser l'ensemble des acteurs outre-mer au sujet et avoir un renforcement de la sensibilisation. On est aussi en phase de préparation d'un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. Je crois qu'Amélie de Montchalin vous en a parlé hier. Ce plan devrait être adopté très bientôt, j'espère. Il fixera un certain nombre de priorités pour toutes les administrations, de mettre en place, de renforcer en fait la vigilance. Le sujet de la corruption, c'est beaucoup un sujet de vigilance. Et un sujet d'avoir la lumière, la petite lumière qui s'allume au moment où on passe la limite. Donc c'est beaucoup un sujet d'information et c'est aussi un sujet de communication et c'est aussi un sujet d'alerte. Ce que nous voyons, c'est que les dispositifs d'alerte ont été mis en place dans la plupart des collectivités, qu'ils ne marchent pas toujours suffisamment, parce qu'ils ne sont pas toujours suffisamment connus par les agents et que les agents n'ont pas toujours suffisamment confiance dans ces dispositifs d'alerte. Donc c'est un point qui est un point sur lequel il faut travailler. L'agence anticorruption elle-même est autorité externe d'alerte et nous voyons d'ailleurs une augmentation très forte du nombre d'alertes que nous recevons. Pour vous donner des chiffres, en 2023, nous en avons reçu 400, en 2024, 800, et depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 1000. Donc, ça augmente considérablement. Évidemment, dans ces alertes, nous avons de tout, mais on en a à peu près 20% qui est exploitable et
qui peut donner lieu à, que nous renvoyons d'ailleurs vers des administrations ou évidemment éventuellement au procureur de la République. Mais le sujet de l'alerte est un sujet qui est important, et y compris au regard des spécificités régionales que vous mentionnez, d'avoir un lieu où on sait que l'on peut parler. Et on peut renvoyer ce sujet. Et plus, je dirais, plus on parle de ces sujets, plus ces sujets sont portés, plus la lutte contre... Et portés de manière, je dirais, à froid. Le sujet de la corruption, c'est que c'est souvent un sujet de scandale. Mais ce sont des faits qui existent, avec lesquels il faut que l'on travaille, avec lesquels d'ailleurs on travaille. Et je pense que la France n'a vraiment pas à rougir de son dispositif anticorruption. Nous avons beaucoup d'entités. Il y a l'HATVP, il y a l'AFA, l'OCLIF, le PNF. On a un dispositif organique qui est robuste. Il mérite d'être plus connu, porté, pour que nos concitoyens, y compris en termes de perception, aient le véritable sentiment que c'est un sujet sur lequel on travaille. Merci. Madame la rapporteure. Madame la directrice, Madame, merci de votre audition. J'ai lu avec attention l'audition du 12 février 2024 devant la commission au narcotrafic. Donc un petit point de présentation. Cette commission d'enquête vient dans la continuité de ce qui a été fait et très bien fait par nos collègues dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Il suffit d'une proposition de loi, désormais loi de la République. Mais veut absolument ouvrir sur un tableau beaucoup plus précis de cette criminalité organisée, le narcotrafic n'étant qu'un des éléments du sujet. Et donc, évidemment, il était important de vous recevoir à un moment où la France chute dans le classement de l'indice de corruption de Transparency International. On a perdu, je crois, 5 ou 10 places. Enfin, 5. Bon, 25e place. Donc l'indice est important, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Alors moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Dans l'audition du 12 février 2024, c'est-à-dire il y a plus d'un an, vous avez annoncé mettre en place un groupe de travail de coordination avec un certain nombre d'autres, enfin d'un groupe interministériel de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous en avez un peu parlé lors de votre présentation, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats de ce travail interministériel et du groupe de travail que vous avez monté? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui m'interroge, parce que nos auditions montrent que cette corruption est de multiples intensités, y compris de petite intensité. Considérez-vous que le seuil de 500 salariés et de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est pas un peu élevé? Est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer un peu le seuil, parce que beaucoup de structures échappent finalement à la réglementation. Enfin, 500 salariés et 100 millions de chiffre d'affaires, c'est déjà des grosses entreprises. D'ailleurs, qui ont les moyens de mettre en place des outils de compliance plus facilement que les plus petites. Et donc, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut... Enfin, ma question est, est-ce que la cible n'est pas un peu ambitieuse? Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le seuil? Ma troisième question vient de votre... je prie de m'excuser, mes chers collègues, j'ai une salle de questions, il vous le restera tout le reste. Vous avez parlé des remontées. Est-ce qu'il faut encourager une systématisation de l'article 40 de façon à ce que vous soyez mieux informés, puisque vous nous dites que certaines administrations, que certains secteurs ont cette facilité d'article 40 et pas toutes? La question suivante concerne la coopération européenne. Vous avez eu une mission importante à l'OLAF. Comment tout ça fonctionne? Et pour tout vous dire, ne fonctionne pas, car l'affaire du Qatargate nous interroge un peu, parce que 1,5 million en espèces dans le bureau d'un collègue, c'est quand même beaucoup de distraction pour celui qui l'a laissé. Voilà, on peut dire ça comme ça.
la coopération donc européenne et votre appréciation de la coopération internationale à l'heure où la politique américaine supprime les budgets des instances de lutte contre la corruption. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres à la suite, mais après je laisse la place aux collègues. Je vous remercie, Madame la Directrice. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer juste par votre remarque sur le chiffre de Transparency International, qui évidemment nous a aussi interpellés, qui est un indice qui est très connu et qui est c'est certainement le plus connu au niveau mondial. Il appelle quand même quelques commentaires. Et d'une part, que c'est un indice de perception qui va donc pouvoir être aussi influencé par des affaires judiciaires. Et là, on a eu en France un certain nombre d'affaires judiciaires sur ce sujet, et on a un effet qui est un effet un peu boomerang et un peu injuste. C'est-à-dire que s'il y a des affaires judiciaires, c'est finalement qu'on travaille et qu'on fait qu'on réagit et que le système fonctionne et que les affaires arrivent jusqu'à leur terme. Et ça peut, à contrario, être lu comme un phénomène de multiplication de la corruption. Donc, je pense que c'est là qu'un discours dire quand il y a des choses qui se passent, la justice fonctionne et le système judiciaire répond comme ça doit être le cas. Et donc, concernant le chiffre de Transparency International, il y a peut-être un effet qui est lié à une fausse perception, en fait, ou à une perception un peu faussée. Autre point concernant Transparency International, il ne concerne que la corruption publique. Or, la France a été très active dans la corruption privée. La loi Sapin 2 est surtout une loi qui cible les entreprises. Et donc, on est un peu maltraité par cet indice de ce fait. Il n'en reste pas moins que cet indice est préoccupant en termes de ressenti du sujet. Ça, c'était le premier point que je voulais faire sur cet indice de Transparency qui, ne nous met pas complètement à l'aise. Et j'en parle d'ailleurs très, très, très franchement avec, y compris le président de Transparency International France, qui lui aussi considère que l'indice ne prend pas tout. Je crois que c'est important, pardonnez-moi, Madame la Directrice, cette audition est publique. Et donc, les explications que vous venez de donner sont extrêmement importantes pour une meilleure compréhension. Donc, c'était une bonne question à laquelle il a été excellemment répondu. Deuxième point sur le groupe de travail criminalité organisée. Sur le groupe de travail criminalité organisée, c'est un groupe que nous avons monté, que j'ai mis en place en fait à mon arrivée à l'AFA, en lien avec l'OCLIF, qui se réunit régulièrement et qui réunit les principales administrations régaliennes. Donc on a le ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie en particulier, le ministère de la Justice, service judiciaire, administration pénitentiaire, direction des affaires criminelles et des grâces, la douane. Nous y associons aussi ponctuellement d'autres administrations, la DGFiP peut y participer, les différentes inspections générales y sont régulièrement rassemblées et c'est un lieu où les administrations peuvent échanger entre elles sur ce phénomène qui est un phénomène, je vous l'ai dit en introduction, que tout le monde a du mal à appréhender. Et donc ça permet véritablement d'échanger l'état de la menace, comment, et notamment l'OCLIF nous a fait une présentation très complète de l'état de la menace et des façons dont nous pouvons collectivement d'échanger des bonnes pratiques entre administrations sur la façon d'y répondre. L'année dernière, nous avons eu deux sujets sur lesquels nous avons travaillé en particulier, qui étaient le sujet du narcotrafic et de la corruption dans les ports, ça je vous en ai déjà parlé, et nous avons fait également un groupe de travail plus spécifique sur les fichiers, sur l'accès aux fichiers, les accès illicites aux fichiers, en comparant la façon dont les différentes administrations travaillaient sur le contrôle interne
et notamment le contrôle hiérarchique sur les sujets d'accès aux fichiers et la façon de détecter des utilisations illégales de fichiers. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations aux administrations et c'est un travail que nous allons continuer parce que c'est vraiment du travail collaboratif entre administrations qui sont très intéressées de voir comment les unes et les autres procèdent face à ce risque qui est un risque collectif. Et globalement, ce qui ressort de ces travaux, c'est qu'une appréhension beaucoup plus forte du risque et un contrôle interne, un contrôle de la gestion de risque est plus importante sur ces sujets dans les différentes administrations. Cette année, nous avons ce groupe de travail continu sur 2 thèmes. D'une part, le sujet des signaux faibles, ce qui est un sujet qui préoccupe beaucoup les administrations et qui est extrêmement difficile. À partir de quand commencez-vous à avoir des suspicions sur tel ou tel agent et comment l'objectiver et comment réagir? C'est un sujet qui est difficile. Et donc, on est vraiment sur l'échange de pratiques entre administrations. C'est extrêmement concret ce que nous faisons. Mais nous voulons aider les administrations à réfléchir collectivement sur des sujets de ce type et essayer de mettre en place un certain nombre de réponses basées sur la réflexion commune et les bonnes pratiques que nous identifions dans différents endroits. Et le deuxième sous-groupe de travail, c'est sur la formation. Nous faisons un inventaire de l'ensemble des formations existant dans la fonction publique sur ce sujet. Notre idée est de les répertorier, de voir éventuellement ce qui manque et éventuellement de produire un certain nombre d'outils de formation. Dans les sujets qui apparaissent assez clairement en matière de formation, c'est tout le sujet de l'engrenage. En fait, dans toutes les affaires de corruption d'agents, on voit très souvent des phénomènes d'engrenage où ça commence par une approche discrète, amicale. Et puis, on rend un service dans un cadre amical, et puis un peu plus. Et à un moment donné, on ne peut plus reculer. La corruption, notamment lorsqu'il s'agit lorsqu'on est dans un cadre de criminalité organisée, on va assez vite passer à d'autres phénomènes qui vont être des phénomènes de menace. Et d'ailleurs, dans notre rapport sur les ports et aussi dans celui sur l'administration pénitentiaire, on parle plus de compromission que de corruption. Parce qu'en fait, on est dans des zones qui sont souvent des zones entre... On commence par de la corruption et de l'approche et à un moment donné, lorsque l'engrenage a été lancé, on va basculer dans un phénomène qui va être un phénomène de menace dont il faut pouvoir aider les agents à sortir. Et c'est là que les mécanismes d'alerte vont avoir un rôle important à jouer. Je reviens à vos questions. Sur la loi Sapin 2 et les seuils. Alors effectivement, la loi Sapin 2 avait été créée à l'époque beaucoup dans une optique de protection de nos très grandes entreprises face à des poursuites étrangères et en particulier aux États-Unis. C'est pour ça que la loi Sapin 2 avait ciblé des entreprises de taille importante. Et ce que nous voyons, c'est qu'elles ont évidemment bien progressé. La plupart des entreprises françaises ont aujourd'hui des dispositifs qui sont des dispositifs robustes. Évidemment, ça va pouvoir varier d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais dans l'ensemble, le risque a été vu et le risque est aujourd'hui largement traité. Ce que nous recommandons aux entreprises aujourd'hui, en lien en particulier avec le sujet de la criminalité organisée et en particulier pour les entreprises du secteur de tout le secteur de la logistique, c'est de croiser beaucoup plus le risque corruption avec ce que font leurs directions de la sûreté. Parce qu'en fait, très souvent, la corruption, c'est géré par les directions de la conformité et les directions de la sûreté font autre chose. Or, le risque corruption, il concerne beaucoup les directions de la sûreté. Nous leur recommandons de croiser les choses. Donc, on a des progrès. Est-ce adapté ? De
Dans le cadre des travaux sur le narcotrafic, nous avions recommandé, et le législateur nous a suivis, d'étendre le champ à un certain nombre d'entreprises portuaires qui sont sous les seuils, mais qui font de la manutention portuaire. Et effectivement, on se retrouvait avec sur le même quai une entreprise assujettie, celle d'à côté ne l'était pas. Donc, sectoriellement, il peut être effectivement utile d'étendre le champ de la loi Sapin 2. En même temps, nous, en tout cas, du côté de l'AFA, nous aidons les PME parce qu'évidemment, des PME peuvent être très fortement à risque. Il n'en demeure pas moins que le dispositif est un dispositif lourd, que toutes les entreprises ne peuvent pas mettre en place, mais on a certains secteurs qui effectivement peuvent être des secteurs à risque, avec lesquels nous travaillons plutôt en sensibilisation. Donc, on a un travail, par exemple, avec les professions du chiffre et du droit, qui sont des professions à risque, par le biais de leurs ordres, enfin ou de leur fédération nationale, selon la façon dont elles sont organisées, ou pour les sensibiliser davantage à ce risque et les aider dans ce sujet. Élargir trop Sapin 2 est aussi très lourd pour les entreprises. Il faut en avoir conscience. Donc nous, on a plutôt une approche qui était une approche d'appui. Et sectoriellement, il peut éventuellement être nécessaire d'étendre. Mais étendre à toutes les entreprises ou descendre fortement les seuils, sectoriellement, ça peut se justifier. Mais de manière générale, je pense que ça pourrait être un petit peu excessif. Pardonnez-moi, vous ne croyez pas que l'approche sectorielle risque de créer des distorsions tout aussi importantes et précisément de laisser de la place à des actions de corruption dans les secteurs qui ne seraient pas touchés? Parce que les ports ou les aéroports, la logistique, on voit bien... on a le BTP, le BTP, on a les déchets. Les déchets, voilà. Bon, si vous voulez, voilà, les approches sectorielles sont importantes, mais bon, je pense que ça nécessiterait une étude d'impact sur les effets d'une réduction du seuil. Mais compte tenu des situations, et qui sont aussi des situations d'ingérence étrangère et d'autres modes de corruption, je veux dire, moi j'étais là déjà quand on a voté la loi Sapin 2, les moyens technologiques d'aujourd'hui sont pas non plus ceux de Sapin 2, et les guerres hybrides sont pas non plus celles de Sapin 2. Donc je pense que le contexte international est aussi très très différent. Donc voilà. Sujet de l'ingérence est clairement un sujet sur lequel il faut qu'on travaille plus, parce que l'ingérence liée à la corruption est un sujet. Il nous est arrivé lors de nos contrôles de repérer des choses et de le signaler. Des cadeaux un peu pressants et un peu diffusés de certaines entreprises que nous avons effectivement pu signaler, qui pouvaient être liés à de l'ingérence. On a un sujet qui est lié aux filiales d'entreprises étrangères non assujetties, aux filiales françaises. Alors, lorsque les filiales françaises passent les seuils, elles sont assujetties en tant que telles, mais on a certains cas, et c'était d'ailleurs le cas dans le domaine portuaire, de filiales françaises d'entreprises, de très grandes entreprises étrangères, dont la filiale n'est pas assujettie. Et là, on peut avoir effectivement, dans certains cas, des risques qui mériteraient d'être plus largement pris en considération par le législateur. On a aussi, mais je pense que ça mérite un travail assez fin par secteur. Le secteur de l'environnement et des déchets est clairement un secteur où on a vu, l'OCLAEST nous a signalé des affaires. Nous, on n'a rien vu dans nos décisions de justice. On a regardé, notamment pour préparer cette audition, mais on a des faits qui ont pu être tout à fait mis en lumière dans d'autres pays, en particulier en Italie, des faits d'appel d'offres
Donc on est dans des marchés publics qui sont des marchés publics en fait truqués, avec corruption d'agents publics à la clé et octroi de marchés publics pour des mécanismes de blanchiment. Nous ne l'avons pas vu, nous, dans les affaires que nous avons regardées, mais évidemment le risque peut exister. Et c'est quelque chose sur lequel il est important d'être vigilant au titre des marchés publics. Madame la directrice, je vous propose de prendre, si vous le voulez bien, les questions de nos collègues, Grégory Blanc et Nadine Bellureau, et après je vous laisse apporter vos J'ai pas répondu à toutes vos questions. Alors, Ouais. alors rapidement. Il y avait, excusez-moi, je suis un petit peu longue dans mes réponses. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on a beaucoup de questions et tout le monde veut vous en poser. Alors, sur la coopération européenne, oui. Je pense que c'est clairement un sujet sur lequel nous souhaiterions, et ça fait partie des points sur lesquels nous réfléchissons dans le cadre du plan pluriannuel, nous souhaiterions que l'Union européenne soit plus active. L'OCDE travaille beaucoup. Une directive est en cours de négociation sur la corruption. Elle avance. J'espère qu'elle sera adoptée cette année. La France a beaucoup poussé, avec aussi quelques difficultés de la part de certains de ses partenaires, pour que l'aspect prévention soit pleinement incorporé dans cette directive. J'ai une image que j'aime bien, que je répète souvent concernant la corruption, c'est l'image de l'iceberg. La corruption, on en voit une toute petite partie, il y a une très très grande partie qui est cachée. Mais pour lutter contre, l'un des meilleurs moyens, même si c'est en ces temps de réchauffement climatique, c'est pas forcément le mieux, c'est de réchauffer la température de l'eau. Et réchauffer la température de l'eau, c'est la prévention. C'est-à-dire accroître la vigilance générale sur ce sujet, ce qui veut dire des messages de prévention beaucoup plus importants. Et certains de nos partenaires étaient peu enclins à aller dans ce sens. Je pense qu'on va y arriver. Des premières mesures ont été adoptées au niveau du Parlement européen sur notamment les déclarations d'intérêt. C'est plus la compétence de l'HATVP que la mienne. Mais évidemment, ça va dans le bon sens, ça va peut-être pas assez loin. Et c'est absolument vital pour une confiance dans les institutions européennes, c'est clair. Des valises de billets, comme vous l'avez très, très clairement, très justement souligné, ça laisse quand même un peu pantois, y compris d'ailleurs en termes de capacité de blanchiment et de réinjection de ce système. Sur la coopération internationale, on est évidemment inquiet de voir ce qui se passe aux États-Unis. On attend de voir quelle sera la décision finale. Pour le moment, effectivement, le président des États-Unis a décidé de suspendre le FCPA. C'est très préoccupant parce que cette législation est en fait celle qui est la législation mère de la législation internationale. La Convention de l'OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers a été très portée par les États-Unis. Voir leur position actuelle est effectivement inquiétante, mais je pense que nous ne devons pas baisser la garde de notre côté, et c'est un sujet sur lequel la France a certainement intérêt d'autant plus que nous travaillons, à être très, très offensive. Merci pour cette réponse. Grégory Blanc. Il va poser la question de Nadine Bellureau qui a dû malheureusement partir pour une autre réunion. Ah, pardon. Deux questions précises, Nadine Bellureau. La première, vous avez évoqué les préconisations qui ont été faites dans le cadre de corruption dans les ports. Nadine me disait, mais quelles sont-elles? Est-ce que vous les avez transmises? Et voilà, première question. Deuxième question, vous avez évoqué un rapport sur la corruption dans les prisons qui doit être remis au ministre de la Justice. Quelle est la date de remise de ce rapport? Voilà, ça, ce sont les deux questions de Nadine Bellureau. Est-ce que je les... Et j'enchaîne avec les miennes. Je vous remercie pour effectivement votre exposé que j'ai trouvé tout à fait passionnant, notamment par rapport à la question de la corruption privée. Et c'est assez paradoxal parce qu'on a beaucoup échangé. On a eu beaucoup de
propos au début de notre travail sur les enjeux de la corruption privée. Et puis, au fur et à mesure de nos travaux, de nos auditions, on voit bien que quand on posait la question de la corruption privée aux administrations, et encore même hier à la ministre, finalement, la réponse bascule tout de suite sur voilà ce qu'on met en place sur la corruption publique et les enjeux qu'on a sur la corruption publique. C'est assez paradoxal. Et je tenais à le souligner parce que, effectivement, de ce point de vue, vous nous dites des choses qui moi, m'intéressent. Je veux poser ma question à deux niveaux. Le premier point, c'est que on nous a expliqué la profondeur des réseaux criminels, des organisations criminelles, avec le risque que ça devienne des systèmes criminels dans certains territoires, en mettant en avant finalement des systèmes de sous-traitance extrêmement puissants dans la mise en œuvre du conseil, pas que dans le blanchiment bien évidemment, mais aussi dans l'accompagnement à la génération du fait criminel. On a mécaniquement dans cela des comportements de corruption qui relèvent de la corruption, mais finalement avec une dilution aussi de la responsabilité. Et quand je vous écoute, vous avez beaucoup parlé de la façon dont vous accompagnez les entreprises, dans la façon dont finalement les mécanismes se mettent en place de contrôle à l'intérieur des grandes entreprises, et ces avancées sont tout à fait pertinentes. En même temps, quand on est face à des systèmes de fonctionnement en sous-traitance, on voit bien que c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Je voulais vous entendre sur cet aspect des choses. Ma deuxième question relevait de votre regard sur la loi, sur le code pénal vis-à-vis de ce qui finalement est gris. Parce que quelqu'un qui accepte de l'argent pour le blanchir, bon, c'est facile. Est-ce que la loi est assez sévère ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais c'est facile à identifier. Lorsqu'on est dans l'accompagnement d'un phénomène, j'allais dire de corruption, parce que finalement on rend un service, vous l'avez bien décrit, on rend un service auprès de quelqu'un qui lui-même est corrompu, mais on le sait plus ou moins, enfin vous voyez, à un moment donné, on est quand même dans une zone grise. Comment vous regardez, quel est votre regard sur la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, pour qu'on puisse mieux appréhender finalement ces exactions? Avant de vous laisser répondre, je propose qu'on prenne les questions de M. André Reichart aussi, comme ça vous aurez une salve complète. Merci, Président. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Elle suscite chez moi deux questions. Dans votre esprit, la corruption est-elle toujours une affaire d'argent? Notamment, cette question m'est venue lorsque vous disiez que finalement, notamment sur les îles, vous disiez que c'est aussi essentiellement, c'est aussi un problème insulaire. Et plus le périmètre était réduit, plus on relevait des systèmes de corruption. J'utilise sciemment le terme de système parce que ça peut peut-être ne pas simplement constituer à une remise d'argent. Voilà. Et parce que on est en criminalité organisée, là, nous. Voilà. Et là, certainement qu'il y a des remises d'argent à n'en pas douter, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi en face d'une criminalité organisée, ou plutôt dans le cadre d'une criminalité organisée, un système corruptif qui ne passe pas spécialement par des remises d'argent, qui peuvent passer par autre chose? Voilà, si vous pouviez éventuellement, si vous êtes d'accord avec ça, si vous pouviez peut-être nous ouvrir le champ à cet égard. Jusqu'où va-t-on dans un système organisé de crime organisé en matière de corruption? Ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que le cas échéant, alors on peut se dire on passe éventuellement à un autre niveau, c'est-à-dire si il n'y a pas de remise d'argent immédiate comme ça, il y a une interpénétration des acteurs de la corruption ou de ceux qui en profitent d'une autre façon. Lequel? Je suis
voilà, il y a n'importe quoi, une société civile immobilière qui se crée, on a les moyens, hein, une société civile immobilière, et puis ben voilà, vous êtes propriétaire du X part là-dedans, je remets pas de l'argent, mais et puis vous l'aurez à tel moment, et c'est pas à vous que je le donne, c'est à d'autres qui se chargeront d'eux. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous entendez finalement par corruption. Et puis une deuxième question très, très annexe. 190 000 victimes, vous disiez-vous tout à l'heure. Voilà. Alors je sais bien que c'est pas autant d'affaires judiciaires, mais enfin, il m'est arrivé dans ma fonction de maire de ma commune de me faire traiter en face là. Hein, vous avez touché de l'argent. Je suis tombé de la chaise. Je lui ai demandé de quitter immédiatement mon bureau. Bien. Mais dans son esprit, le fait que je ne lui accorde pas un permis à lui, mais que je l'accorde à un autre là-bas, selon lui, c'était le même type de demande, sauf que c'était pas dans la même zone, etc. Peu importe. J'avais touché. Alors si c'est dans les 190 000, vous avez compris que faut peut-être juste un peu modérer. Donc c'est quoi ces 190 000 victimes? C'est des gens qui vous écrivent et qui disent voilà, le maire Tartampion il a touché. C'est ça ou est-ce que c'est voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que 190 000 c'est quand même beaucoup. Merci. Pardon. Sur les préconisations pour les ports, effectivement, nous avons remis, mais très récemment, un rapport à nos ministres. Une partie d'ailleurs des préconisations ont déjà été reprises dans la loi, notamment toutes celles qui étaient autour de la sûreté portuaire, faire en sorte de totalement intégrer le phénomène corruptif dans les plans de sûreté portuaire. Peut-être plus globalement, ce qui nous a frappé dans cette mission sur les ports, c'est d'une part de voir la multiplicité des acteurs portuaires. Ils sont très nombreux. Et finalement, personne ne se sentait réellement en charge du phénomène corruptif. C'était toujours l'affaire des autres. Et de manière très curieuse, à peu près tout le monde nous a dit « Oh ben oui, il y a de la corruption dans un port, c'est évident », mais personne n'était réellement ni se sentait véritablement concerné. Donc, on a fait un certain nombre... Et on a aussi comparé par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, et en particulier en Belgique, aux Pays-Bas, où évidemment, ils ont été très, très, très impactés. Mais tout un travail collaboratif public-privé est très important sur ce sujet. Il a déjà commencé d'ailleurs dans les ports français, mais il doit être amplifié parce que ça veut dire former les différents acteurs, les dockers, mais pas uniquement. C'est aussi d'autres acteurs de la logistique. C'est prendre conscience collectivement des différents risques. En tout cas, voilà, on a fait un certain nombre de préconisations dont beaucoup sont déjà dans la loi et maintenant on est plutôt dans la mise en œuvre. D'ailleurs, ça me permettra aussi de répondre à votre réponse sur la loi. Parmi les préconisations que nous faisions qui ont été prises, qui sont très très importantes, qui ont été prises dans la loi sur le narcotrafic, celle de créer un délit de corruption en bande organisée et d'autoriser le recours aux techniques spéciales d'enquête pour la corruption privée en bande organisée. C'est peut-être quelque chose qui permettra aux juridictions de retenir plus facilement le phénomène corruptif et de voir apparaître dans les procédures pénales ce phénomène de manière beaucoup plus évidente et qui offrera aux enquêteurs des outils d'enquête leur permettant de mettre en évidence le phénomène et de rapporter la preuve. Parce que finalement, le dispositif législatif, il est déjà très complet. Le problème, il est vraiment pratique en matière de preuves. Et ce qui a été fait dans la loi narcotrafic, bon, maintenant, il faut que ça soit mis en œuvre, évidemment, mais permettra, je pense, de faciliter la preuve. Il y a peut-être
trou il nous semble qu'il y a un point qui pourrait peut-être être encore amélioré, mais c'est compliqué. Il faut que le ministère, il faut vraiment le travailler. C'est le sujet de l'alerte et des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont protégés, mais plutôt, entre guillemets, dans un cadre de travail. C'est la loi Wasserman. Lorsqu'on est dans un cadre de criminalité organisée, on va avoir le statut de témoin protégé, mais qui est le statut qui existe à partir du moment où on est dans l'affaire judiciaire. Mais si vous êtes, je dis n'importe quoi, une femme de docker qui à un moment voulait révéler des faits, vous prenez des risques, vous n'allez pas être protégé tout de suite. Et il y a un moment de blanc, et pour que les alertes fonctionnent, il faut une protection. Et c'est quelque chose sur lequel il faut sans doute réfléchir pour avoir une protection peut-être renforcée dans certains cadres. Donc ça c'est un point, mais sinon quand même le dispositif est très très largement dispositif juridique. Il couvre déjà beaucoup de choses. Et en termes pénal, l'avancée récente va permettre d'améliorer. Je ne suis pas sûre en tout cas, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui s'il faut aller beaucoup plus loin. Sur les prisons, nous remettons ces jours-ci le rapport au garde des Sceaux. En deux mots, mais je préfère lui en laisser la primeur, on a une administration qui est mobilisée, qui est certainement l'administration la plus à risque de l'ensemble de la fonction publique, qui est mobilisée, qui ne met pas du tout la poussière sous le tapis, mais qui a effectivement des nombreux risques et qui est en même temps confrontée à de nombreuses autres difficultés, notamment la surpopulation pénale. En fait, plus on est dans une situation de surpopulation pénale et dans une situation de manque d'effectifs, plus le risque corruptif va être important. Et donc les choses sont liées, mais bon, on essaie quand même de voir comment on pourra avancer. Sur la corruption privée et le sujet de dilution de la responsabilité, je vous ai un petit peu répondu avec ce que nous avons pu voir dans les ports. On a effectivement un sujet de dilution de la responsabilité en matière de corruption. C'est toujours l'affaire des autres. Et c'est d'ailleurs un sujet désagréable. Enfin, moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai pris mes fonctions. J'ai fait le tour des administrations et on me dit, bon, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie d'en parler. Ça a changé. Ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus une prise de conscience dans les administrations régaliennes. Et en 18 mois de mandat, j'ai vu une évolution de la façon dont les administrations réagissaient vis-à-vis de ce sujet parce qu'elles se sentent menacées. Je reviens à la question de la sous-traitance. On voit quand même des effets de ruissellement positif. Le fait que les très grandes entreprises soient soumises à la loi Sapin 2 les rend, lorsqu'elles appliquent bien le dispositif, plus exigeantes vis-à-vis de leurs sous-traitants, puisqu'elles ont une obligation d'évaluation de leurs tiers. Et de ce fait, elles imposent à leurs sous-traitants elles-mêmes d'avoir des dispositifs de prévention. Donc, le fait d'avoir traité le sujet par le haut a un effet de ruissellement qui n'est pas absolu, mais qui existe. Et donc, c'est un moyen de mieux traiter. Il reste qu'on est, dans certains cas, devant des toutes petites structures. Je parle notamment dans le domaine du BTP, qui est un domaine où, avec les marchés publics, on est confronté à un certain nombre de difficultés. On est dans des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place un dispositif complet. Nous, on essaye de les aider, d'alerter. Je pense que c'est vraiment un sujet de prise de conscience. Vous parliez de zone grise. Le sujet de la corruption, c'est beaucoup un sujet de zone grise. C'est qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et notamment, mais parce que corruption privée et corruption publique sont vraiment en vis-à-vis. Tout ce qui est fait dans le secteur public sur la mise en place de déontologues pour réfléchir au cas par cas sur je peux ou je ne peux pas.
c'est traiter le secteur public, mais par rebond, ça va aussi avoir un effet sur le secteur privé. Je peux faire appel à telle entreprise ou je ne peux pas. Telle entreprise dans laquelle mon cousin travaille. Dans certains cas, ça va être possible. Dans certains cas, ça ne va pas l'être. Ça dépend. Et c'est un sujet qui doit être traité au cas par cas. Et c'est là que les déontologues vont être très utiles pour éclairer les administrations et les élus sur ça on peut, ça on peut pas. Mais pour que le déontologue soit saisi, il faut qu'il y ait en amont une vigilance qui était, je dirais, il faut avoir labouré le terrain pour que la vigilance puisse s'allumer au bon moment. Ainsi, si je peux me permettre, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait là matière à repenser les missions sur ce point précis des chambres consulaires, des réseaux consulaires? Et que ça ne peut pas être des interlocuteurs en la matière, mais des interlocuteurs ciblés, fléchés. Toutes les têtes de réseau sont certainement le bon moyen. Il y a les fédérations professionnelles aussi. Mais toutes les têtes de réseau sont le bon niveau, parce qu'au niveau des entreprises, elles sont trop petites. Mais dans un autre secteur qui n'a rien à voir, qui est le secteur sportif, nous avions fait des recommandations pour que ça soit effectivement au niveau central du Centre national du sport, je crois, que soit mis un certain nombre de dispositifs pour aider les fédérations. Donc effectivement, les têtes de réseau sont certainement le bon lieu pour mettre en place des déontologues, des systèmes, des lieux de conseil, et aussi pour appeler à la vigilance, renforcer la formation, pour que ensuite les différents acteurs puissent être mieux sensibilisés. La corruption est-elle uniquement une affaire d'argent? Non, pas du tout. Y compris dans les textes et dans la jurisprudence. La jurisprudence, en fait, prend en considération un avantage quelconque, qui peut être de l'argent, mais qui peut être de toute nature. Un avantage en termes d'avancement, des prestations sexuelles, ça arrive. Enfin, ça peut être extrêmement varié. Donc, l'argent n'est pas du tout le seul critère en matière de corruption. Mais vous avez tout à fait raison quand vous parlez de système. On est dans un certain nombre de cas dans des systèmes très imbriqués où rendre service est normal et où c'est précisément à ce niveau-là qu'il faut avoir une prise de conscience entre ce qui relève du personnel et ce qui relève de la fonction. Et c'est bon, ça fait partie de notre travail de rappeler un certain nombre de principes, mais de toute façon, effectivement, c'est tous les avantages qui sont, y compris dans le juridiquement, c'est très clair. Un avantage quelconque est pris en considération pour constituer l'infraction de corruption. Donc, on a déjà dans une acception extrêmement large du texte, mais après, on est effectivement dans des systèmes humains où on commence par des relations amicales et petit à petit, on va basculer. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les risques d'engrenage. Sur les 190 000 victimes, tout à fait d'accord avec vous. En fait, on a découvert, on va y travailler parce qu'on a ce pool, ce sont des gens qui, dans l'enquête de victimisation du ministère de l'Intérieur, se déclarent victimes de corruption. Et ça peut être exactement ce que vous mentionnez. Il n'y a pas eu de corruption, il y a juste eu un sentiment d'injustice où on n'est pas d'accord avec les décisions et donc on dit qu'on est corrompu. Donc évidemment, il faut faire très très attention avec ce chiffre. C'est un chiffre, c'est le sujet de la perception et nous on est extrêmement attentifs là-dessus. Donc on a prévu d'aller regarder plus en détail ce que sont ces 190 000 victimes, dont d'ailleurs une toute petite partie va porter plainte. Je crois qu'il y a 5% qui vont porter plainte. Donc
voilà, on est dans quelque chose qui est évidemment très 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 subjectif et sur lequel il faut être extrêmement prudent. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, je le disais tout à l'heure, puisqu'on est autorité externe de signalement, on voit aussi arriver beaucoup de choses et il y en a environ 20% qui est exploitable. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 80% de faits qui parfois sont des faits qui peuvent être relevés de la fraude et que dans ce cas-là, on oriente vers d'autres administrations. Et puis, il y a aussi des gens qui ne sont pas contents. Mais ça ne veut pas forcément dire que derrière, on a eu de la corruption. Donc, évidemment, il faut être très, très prudent avec ces chiffres. Ils sont intéressants par ce qu'ils disent d'une inquiétude ou d'un mal-être, mais pas forcément pour ce qu'ils relèvent, pour ce qu'ils révèlent de la corruption. Madame la rapporteure. Oui, juste pour prolonger une seconde, on a aussi des déclarations qui sont en lien avec de la malveillance pure et simple, avec une concurrence commerciale et qui n'ont rien à voir avec des actes. Mais bon. Et puis on a aussi, pas très loin de notre commission, des gens qui se prennent pour Zorro et qui font des déclarations totalement aberrantes. Donc je pense que la question d'André Reichardt était tout à fait pertinente. Moi j'ai peut-être j'en aurais évidemment beaucoup d'autres, mais j'en ai une. J'ai une question à vous poser sur comment vous distinguez l'intimidation de la menace. Parce qu'on a eu une audition particulièrement intéressante sur ce sujet lié à l'intimidation. Voilà. Et la personne que nous avons entendue faisait une vraie distinction entre les deux que j'ai trouvé, moi, un peu ténue. Donc je voulais savoir si, de votre point de vue, vous aviez un distinguo subtil qui m'avait échappé. Alors déjà, c'est en dehors de notre champ. Parce que nous, on est vraiment dans nous, ce que l'on traite, c'est la corruption. Mais à partir du moment où on traitait de la criminalité organisée, on ne pouvait pas ne pas voir le sujet. Ce sujet et les mesures que l'on peut mettre en place en termes de prévention de la corruption peuvent aussi contribuer à aider et prévenir ou détecter des menaces. Donc, les dispositifs de réponse peuvent être en partie les mêmes. Après, très franchement, je ne pourrais pas répondre à votre question. Entre intimidation et menace, d'abord, ce n'est pas dans mon champ et je pense que si à un moment donné, on veut caractériser les choses, on va tomber dans les critères du code pénal et une intimidation peut être considérée comme une menace. Ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est à la jurisprudence de décider. Madame la directrice, un mot dans une audition, il y a quelques semaines, on nous a parlé de l'idée d'une présomption de corruption. Vous savez, comme il existe la présomption de blanchiment. Quel est votre... Alors évidemment, avec cette inversion de la charge de la preuve, une fois de plus, qui pose question, mais quel est votre regard là-dessus? Alors, il m'arrive d'envier ma collègue de la Grasque et effectivement la présomption de blanchiment parce que en termes de facilitation de la preuve, c'est extrêmement puissant. Et quand je vois les difficultés de preuve auxquelles nous sommes confrontés, parce que des affaires de corruption, il n'y en a finalement pas beaucoup, et je vous ai expliqué dans mon introduction qu'il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles il y a de la corruption, mais qu'elle n'est pas retenue pour des raisons de preuve. Une fois que je vous ai dit ça, inverser la charge de la preuve en matière de corruption me semble pas simple. Pourrait y réfléchir de manière plus approfondie, mais ça me semble compliqué. C'est moins tangible. En matière de blanchiment, vous allez avoir une disproportion entre le train de vie et les revenus, et vous allez pouvoir montrer quelque chose. Mais en matière de corruption, il faut quand même montrer qu'il y a une corruption. Et je pense que c'est difficile. J'aimerais bien avoir des méthodes de facilitation de la preuve.
parce qu'on voit bien que c'est sur le sujet de la preuve que les choses mais c'est pas très simple quand même. Non, mais c'est dans le respect des principes absolument. généraux de la présomption d'innocence quand même. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on mettrait en danger, en difficulté, sans doute tous les maires de France. Mais merci pour cette réponse. C'était important aussi de faire le lien entre toutes ces différentes auditions. Merci beaucoup pour cette audition passionnante. Je propose qu'on clôture nos échanges. Merci. Et puis, nous reviendrons éventuellement vers vous si besoin, parce que je pense qu'il y a tellement de sujets à aborder, tellement de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.